La maison longue de Styrbjörn Barbe de Feu se dressait au-dessus du fjord, comme si la rive elle-même la portait sur ses épaules. À l'intérieur, il faisait chaud. Styrbjörn était assis près de l'âtre comme si cette place lui revenait non par droit de force, mais par droit d'habitude. Sa barbe rousse, large comme une queue de renard, reposait sur sa poitrine. À ses doigts scintillaient des anneaux, sombres de vieillesse. Son visage était rude, mais pas mauvais, seulement entêté, comme une pierre du rivage. En face de lui était assis Hjalti Rolfsson. Ses épaules étaient larges, ses mains puissantes. Sur ses jointures, on voyait de vieilles cicatrices, pas faites pour frimer, des cicatrices de travail. Il regardait Styrbjörn et s'efforçait de parler avec politesse, comme il se doit. Mais ses pensées dérapaient sans cesse vers autre chose, vers la cloison derrière laquelle se trouvait Sigrid, sa future épouse. La cloison séparait la maison en un côté des hommes et un côté des femmes. Là, derrière les planches, il n'y avait pas de silence. On entendait des pas, le froissement du tissu, le petit choc discret de vaisselle en bois. Hjalti ne voyait pas Sigrid, mais il savait qu'elle était proche. Et ce savoir brûlait plus fort que le feu. Il se souvenait d'elle enfant, qui pourchassait les garçons avec un bâton quand ils piétinaient les plates du lait de bande de sa mère. Alors cela lui semblait drôle. Et maintenant, on l'a donné pour lui. Styrbjörn leva sa coupe, but une gorgée et la reposa sans hâte. Puis il dit, comme s'il annonçait le prix d'un bateau et non le destin de sa fille, Kotsia. Dans la maison, pendant un instant, tout devint plus calme. Le feu craqua comme une branche sèche. Hjalti acquiesça aussitôt, trop vite, comme s'il avait peur que, s'il tardait, quelqu'un change les conditions et l'oblige à discuter. Kotat 2 secondes, c'est Kotatria. Styrbjörn grogna comme si l'affaire était réglée, et il voulait déjà passer au sujet suivant. Mais Valtyr, l'oncle de Hjalti, se pencha en avant. Et le feu se refléta dans ses yeux, tranchant comme sur une lame. Il posa ses mains sur ses genoux comme un homme qui s'apprête à prier. Et il se mit à parler d'une voix égale, avec plaisir, comme s'il rabotait dans l'air des planches bien droites. « Côte 5, dit-il, Côtenasse. » Il sourit, attendant des rires. Quelqu'un, parmi les hommes, grogna vraiment, non parce que c'était drôle, mais parce qu'ainsi il est plus facile de cacher la gêne. Hjalti sentit ses épaules se raidir. Il voulut protester. Il voulut dire que ce n'était pas une histoire de bouc, que c'était une histoire de Sigrid. Mais les mots restèrent coincés. Contre une épée, il se serait levé sur le champ, contre un oncle qui s'est coupé non avec le fer, mais avec la langue. Il redevint un gamin. Derrière la cloison, le froissement cessa, comme si quelqu'un, là-bas, avait arrêté de respirer. Valtyr continua, sans se presser, sans remarquer, ou faisant semblant de ne pas remarquer, comme l'air de la maison changeait. « Oui, c'est un prix honnête, » disait-il. « Et le chaudron peut ne pas être neuf. Le chaudron doit être solide, oui, mais neuf. C'est déjà trop. Ce n'est pas la fille d'un jarl. Ce n'est que celle de Styrbjörn. » Le mot « que » tomba sur le sol comme un gant sale. Reinveig posa lentement sa coupe sur la table, et le bruit du bois contre le bois fut bref, sec. Styrbjörn plissa les yeux, non par colère, mais par habitude de marchander. Il avait, à vrai dire, besoin de bouc. Il lui fallait une maisonnée qui ne s'effondre pas si l'hiver se révèle long. Le bonheur, plus tard, lui paraissait une chose brumeuse. Les boucs, tout de suite, c'était une chose bien réelle. Hjalti serra les doigts au point de blanchir les articulations. Dans sa poitrine monta une lourdeur brûlante. Il savait que Sigrid entendait. Et cette pensée rendait tout insupportable. Il ne voulait pas qu'elle croie qu'il acceptait. Mais sa langue n'obéissait pas. Il dit seulement « Sigrid, ce n'est pas une question de prix. » Valtyr tourna vers lui la tête lentement, avec un léger intérêt. « Alors de quoi ?» demanda-t-il. « D'amour ? L'amour est bon tant que le grenier est plein. Après l'amour demande à manger, comme tout le monde. »
Et alors la porte dans la cloison s'ouvrit, pas brutalement. Elle s'ouvrit simplement, comme si cela avait été prévu depuis le début. Sigrid sortit du côté des hommes, et dans la maison ce fut de nouveau plus calme. Mais maintenant, c'était un calme où l'on entend comment chacun respire. Elle portait une robe de tissu épais, cousue si proprement qu'elle gardait sa forme comme un navire garde son cap. À son cou, scintillaient des broches, dans ses cheveux, un simple ruban. Aucune richesse ostentatoire, mais pas une goutte de pauvreté non plus. Elle marchait droit, sans baisser les yeux, et s'arrêta de façon à voir tout le monde. Son visage était calme, trop calme, et ce calme faisait plus peur qu'un cri. Ses yeux étaient en froid comme le seau près des pierres. Mais au fond, il y avait quelque chose de brûlant qu'elle tenait sous verrou. « Kudangani dit-elle doucement, et ces mots se posèrent net sur la table, entre les coupes et les os. Kotiditz, Valtir roussa les sourcils, comme s'il avait vu une marchandise curieuse. Les femmes ne doivent pas en marchander, dit-il doucement, comme s'il veillait aux règles. Sigrid le regarda comme s'il n'était pas un homme, mais un nœud sur une corde qu'il faut défaire. Et elle dit d'une voix égale. « Que t'es bien fort, 2 secondes. Que t'envire. » Styrbjörn cligna des yeux. Dans son regard passa une surprise, mais pas de colère. Il aimait l'ordre, et dans les paroles de sa fille, il y avait de l'ordre. Ragnveig inclina à peine le menton, comme si elle reconnaissait un coup bien joué. Hjalti sentit qu'en lui quelque chose se relâchait, et, en même temps, faisait encore plus mal. Se relâchait, parce que Sigrid ne se taisait pas et ne se laissait pas transformer en chose. Plus douloureux, parce qu'il comprit depuis combien de temps elle sait se défendre seule, et combien il serait honteux, auprès d'elle, de rester faible. Valtir sourit plus largement. Ce sourire ressemblait à l'éclat de la glace, beau, mais dangereux. « Cotin viankers » répéta-t-il, côté de ce coteau ventrina. Il prononça cela avec une légèreté appuyée, comme s'il cédait par grandeur d'âme, alors que dans sa voix sonnait déjà la joie secrète du chasseur qui a vu une trace. Il se leva, rajusta son manteau et se pencha vers Styrbjörn. « Côte 24 os, dit-il, côte 25. » Quand la porte se referma derrière les invités, le feu de l'âtre craqua plus fort, comme s'il approuvait une bagarre à venir. Dehors, du côté du fjord, monta le choc sourd d'une vague contre les pierres. Hjalti se tenait près du mur, regardant les boucliers. Et pour la première fois, il vit clairement. La vraie bataille commence non là où il y a des épées, mais là où la parole fait d'un homme soit un homme, soit une ombre. Derrière la cloison, on entendit de nouveau des pas. Sigrid marchait dans le côté des femmes, vite, ramassée, et à ce pas, on comprenait qu'elle bâtissait déjà des plans dans sa tête. Elle n'allait pas attendre qu'on la remette avec les boucs. Elle allait regarder les boucs elle-même. Et si les boucs se révélaient pas les bons, elle ferait en sorte que tout le fjord l'entende. Hjalti expira lentement et comprit qu'il n'était plus possible d'attendre. Il ne savait pas encore comment, mais il savait avec certitude. Valtir ne devait pas transformer ce mariage en marché. Sinon, Sigrid resterait seule, même dans la maison de son mari. Et cela, il ne pouvait pas le permettre, même s'il devait aller contre son propre sang. Au matin, au-dessus du fjord, pendait un brouillard humide, et la mer paraissait lourde comme de l'étain fondu. Près de l'eau chaude criait en des mouettes, et plus loin, là où le gris se fondait dans le gris, se devinaient les silhouettes de dracars. Leurs têtes se sculptaient et regardaient le vide, comme si elles écoutaient le temps et ne le croyaient pas. Le vent se taisait, puis revenait par brèves rafales, apportant une odeur d'algues, de résine et de planches mouillées, et cette odeur était familière comme son propre souffle. Sigrid apparut dans la cour en silence, sans tintement inutile de bijoux. Hjalti se tenait près du hangar et faisait semblant d'être occupé par la courroie de son fourreau. Il levait la tête quand il croyait que Sigrid ne regardait pas, et baissait les yeux quand il croisait son regard. Il voulait être près d'elle, mais il ne savait pas où passe la limite entre la sollicitude et la pression. Au combat,
Il lui suffisait de comprendre où elle est l'ennemi. Ici, l'ennemi pouvait devenir n'importe quelle phrase maladroite. Valtir le conteur arriva vers le milieu de la journée, comme un homme qui aime paraître à l'heure pour que chacun voie son importance. Il était assis sur son cheval avec assurance. Son manteau était sec et propre, comme s'il savait marcher contre la pluie. Derrière lui s'étiraient des hommes avec des cordes, des bâtons, des sacs, et, de loin déjà, on entendait des bêlements. Valtur souriait, comme s'il fêtait déjà une victoire, et, sautant à terre, il se mit tout de suite à parler fort, pour qu'on l'entende non seulement dans la cour, mais aussi près des maisons voisines. Il annonça que les boucs seraient tels qu'on n'aurait pas honte de les placer devant un jarle. Il le dit avec ce ton dont les marchands parlent d'une étoffe qu'on ne peut pas déchirer, même si deux hommes tirent dessus. Puis il fit un signe de la main, et l'enclos se remplit de bruit. On ouvrit les portes, et les premières bêtes s'engouffrèrent à l'intérieur, glissant dans la boue, se heurtant, poussant leur museau contre les perches. La terre sous les sabots se changea aussitôt en bourbier, et l'odeur du fumier se mêla à la fumée de la cheminée. Au début, tout paraissait impressionnant, toison épaisse, cornes solides, yeux insolents. Les hommes échangèrent des regards, quelqu'un grogna, satisfait. Styrbjörn se tenait sur le perron, les bras croisés sur la poitrine. Et il voyait déjà, semble-t-il, comment, d'ici l'hiver, le grenier se remplirait, et les bavardages du village se feraient plus discrets. Mais Sigrid ne se hâta pas de se réjouir. Elle regardait attentivement, comme si elle lisait une inscription étrangère sur une tablette, où, dans chaque entaille, peut se cacher une tromperie. Elle s'approcha de l'enclos, s'arrêta de manière à voir tout le troupeau d'un seul regard, et releva le menton. Son visage restait calme, mais dans ce calme, il y avait une concentration qui mettait les gens mal à l'aise. Elle remarqua ce que les autres ne voulaient pas remarquer, des ruses. Valtir s'approcha d'elle avec l'air d'un homme prêt à recevoir des louanges. Sigrid ne lui accorda pas cette grâce. Sigrid entra dans l'enclos. L'ourlet de son manteau fut aussitôt éclaboussé. Mais elle n'y prêta pas attention. Elle s'accroupit près d'une bête, lui releva la lèvre, vérifiant les dents, puis se redressa et passa à une autre. Elle agissait calmement, sans agitation, et pour cette raison, la vérification avait l'air non d'un caprice, mais d'un jugement. Elle touchait la toison, regardait les sabots, les lignes du corps, et dans ses gestes, il n'y avait ni coquetterie, ni honte. Elle faisait le travail. Jalti la regardait et sentait monter en lui une fierté étrange, presque douloureuse. Il comprit soudain qu'il ne voulait pas seulement l'épouser, mais gagner son respect. Pas l'acheter, pas la marchander, mais le gagner. Et c'était plus difficile que n'importe quelle bataille. Valtur marchait le long de la clôture de l'enclos et essayait de rire. « Alors quoi, tu t'y connais en bouc ?» demanda-t-il en plissant un peu les yeux. Sigrid se redressa et le regarda comme si ces mots n'étaient qu'un petit caillou qu'elle ne remarquerait même pas sous son pied. « Cote 35 » dit-elle d'une voix égale. « Je suis obligée de m'y connaître. » Quelqu'un pouffa. Le rire passa dans la cour comme une vague, mais cette vague ne réchauffait pas. Elle était coupante, et sa pointe entra dans Valtir. Il sourit, mais son sourire ne fut plus aussi sûr. Dans ses yeux passa une colère, et il la cacha aussi vite qu'on cache un couteau dans une manche. Au même instant, comme si le destin lui-même avait décidé de jeter de l'huile sur le feu, Thorfi le grêle fit irruption dans la cour. Il courait comme si des esprits le poursuivaient, et il criait d'une voix aiguë qui justifiait son sobriquet. Il pointait du doigt l'enclos et jurait que l'un des boucs ne venait pas du troupeau de Valtir, mais du sien enfui la veille. Thorfi disait qu'il le reconnaissait à ses yeux, à sa corne, à sa façon de donner des coups de tête. Et tout cela sonnait drôle, jusqu'au moment où le bouc confirma ses paroles par les faits. Jalti comprit qu'il redeviendrait celui qui se tait s'il n'intervenait pas. Il fit un pas en avant et parla, pas fort, mais de manière à faire tomber le silence autour de lui. « Côte 39, prononça-t-il. Côte 39. Valtir tourna la tête vers lui,
comme s'il venait de remarquer pour la première fois que son neveu avait une voix. « Le jeune époux apprend déjà aux anciens », demanda-t-il doucement, mais dans cette douceur il y avait une menace. « Prends garde de ne pas trébucher sur ton propre courage. » Jalti soutint son regard, même si à l'intérieur tout tremblait. Il ne répondit pas par une pique. Il regarda simplement Sigrid. Et dans ce regard, il y avait une promesse qu'il ne savait pas encore dire, avec des mots. Il ne la laisserait pas seule. Elle allait être sa femme. « Le festin aura lieu, dit-il, et le différend on le tranchera après. Aujourd'hui que la paix tienne. » Valtýr sourit comme s'il obtenait exactement ce qu'il voulait. Il salua Styrbjörn avec respect, puis regarda Sigrid. Dans son regard, il y avait quelque chose de poisseux, comme de la résine, comme s'il disait sans parole « Maintenant, elle n'a plus d'issue. Maintenant, elle est dans la fête, dans le rituel, et toute protestation aura l'air d'un caprice. » Sigrid le sentit et serra les doigts, jusqu'à ce que les ongles lui mordent dans la paume. Vers le soir, la maison longue changea. Le feu de l'âtre brûla plus vif. On suspendit au mur des boucliers neufs pour montrer les anses. Sur les tables apparurent des écuelles de viande, de poisson, de pain, de fromage. Dans un coin, on posa un tonneau d'hydromel et, tout de suite, s'y rassemblèrent ceux qui savaient rire plus fort que tous. Le son du cor qui appelait les hôtes roula au-dessus du fjord, et même la mer, semblait-il, tendit l'oreille. Les femmes habillèrent Sigrid. La robe lui allait bien, les broches accrochées en la lumière. L'une lui rajustait les cheveux, une autre lui soufflait des mots où il y avait plus d'habitude que de tendresse. Ragnveig se tenait près d'elle, sans s'agiter. Elle corrigea la tache du manteau de sa fille et dit à voix basse « Pour que seule Sigrid entende, ne te laisse pas mettre dans des mains étrangères, même si tout autour s'est fête. » Sigrid acquiesça. En elle, il y avait de la tension, mais aussi de la clarté. Elle savait qu'on la regarderait, qu'on l'évaluerait, qu'on la comparerait, mais elle savait aussi autre chose. Elle sait se tenir de telle façon que l'évaluation revient à celui qui juge. Jalti attendait à l'entrée. Il portait un manteau propre. La ceinture était serrée ferme. Sur sa poitrine, l'attache brillait. Il avait l'air d'un guerrier prêt pour la célébration. Mais ses yeux trahissaient autre chose. Il avait peur, non pour lui. Quand Sigrid sortit, ils s'arrêtèrent un instant face à face. Entre eux, il y avait trop de paroles étrangères, trop de cornes et de chaudrons, trop de regards et trop peu de conversations ordinaires. Humaines. Ils n'avaient pas parlé. Jalti la regarda comme s'il voulait dire qu'il voit combien c'est difficile pour elle. Sigrid ne sourit pas. Elle releva seulement un peu le menton, et dans ce geste, il y avait une dignité qu'on ne pouvait acheter ni avec du sel, ni avec du fer. Valtýr était déjà dans la maison, près du tonneau, à parler avec quelques anciens de la parenté. Il le faisait avec aisance, comme un homme qui distribue du pain, mais son regard glissait dans la salle, cherchant les points faibles. Quand il remarqua Sigrid, ses lèvres tressaillirent en un sourire, et il se pencha vers l'un des hommes, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. L'homme ricana et acquiesça comme s'il avait entendu une bonne plaisanterie. Sigrid le vit. Son cœur battit régulièrement, sans panique, mais le froid dans sa poitrine devint plus dense. Elle comprit que Valtýr ne voulait pas seulement gagner une querelle. Il voulait qu'à son mariage, on la rende ridicule. Que les gens se souviennent d'elle non comme d'une femme qui sait tenir une parole et une maison, mais comme d'une entêtée, trop intelligente, encombrante. Alors son ordre deviendrait un motif de raillerie, et son silence, un aveu. La musique commença, les coupes passèrent de main en main. Quelqu'un lança un toast, et dans la maison monta le vacarme. Mais Sigrid entendait, au travers du bruit, autre chose. Quelque part tout près, derrière les mots et les chants, un piège remuait. Et elle savait que la nuit suivante, ou le matin suivant, elle ne devrait plus décider à propos de Bouc. Elle devrait décider si elle laisserait un étranger
fixer le prix de sa voix. Yalti s'approcha et dit à voix basse, « Quot quansu, quot seigneur. » Elle acquiesça brièvement, comme si elle acceptait cela comme un fait, et non comme une tendresse. Et pourtant, dans sa poitrine, il fit un peu plus chaud, si peu qu'elle se fâcha contre elle-même pour cette chaleur. Dehors, la brume s'étalait sur l'eau Cassio et les dracars sur la rive semblaient des ombres. Dedans, la maison bourdonnait comme une ruche. Le mariage avait commencé, et avec lui commença autre chose, une célébration plus dangereuse, la célébration des langues étrangères. Quelque part tout près, Valtire souriait, et son sourire promettait que la nuit serait longue. La fumée montait vers les poutres et s'amassait sous le toit en une couche sombre, comme un nuage bas qui ne trouve pas sa route vers dehors. Le feu de l'âtre était régulier, rassasié. Il léchait le chaudron et les pierres, remuait les ombres sur les murs, et ces ombres dansaient avec les gens, bien que personne ne les ait appelés. La maison longue bourdonnait de voix, du choc des coupes en bois, du grincement des bancs. L'odeur de viande rôtie se mêlait à la bière acide et au vent salé qui, parfois, faisait irruption quand on ouvrait la porte pour laisser entrer de nouveaux hôtes. En une telle nuit, tout semblait possible, l'amitié, la bagarre et le serment qu'on dira facilement, puis qu'on tiendra toute une vie. Sigrid était assise plus près du côté des femmes, mais elle ne se cachait pas. Elle portait une robe simple et bien taillée, les broches brillaient dans le feu, et cet éclat n'était pas une richesse, plutôt une obstination. Elle ne laissait pas le monde faire d'elle quelque chose de terne. Elle se tenait droite, comme on tient une coupe si l'on ne veut pas en renverser une seule goutte. Son sourire apparaissait rarement, et chaque fois, il semblait lui coûter un effort. Elle écoutait les conversations, répondait calmement. Mais au fond, elle restait sur ses gardes. Comme quelqu'un qui sait, la fête est ce souvent un paravent derrière lequel on cache un couteau. Yalti était assis près d'elle, un peu plus proche du milieu de la maison, là où le bruit était plus épais. Il voulait que autour de Sigrid, il y ait moins de regards, moins de murmures, moins de sourires étrangers. Il s'efforçait de ne pas serrer les poings, bien que ses mains, de temps à autre, trouvent d'elles-mêmes la ceinture ou le bord du manteau. Il la regardait quand il croyait que personne ne verrait. Et chaque fois, il lisait dans son visage non de la fierté pour la fierté, mais une dignité fatiguée. De là montait en lui une tendresse qu'il ne savait pas montrer sans la transformer en maladresse. Styrbjörn Barbe de Feu était assis plus loin, à la place d'honneur. Il buvait, mangeait, recevait les félicitations. Pour lui, le festin était une chose juste, comme un toit sur une maison, si l'on s'est mis d'accord. Il faut faire. Il ne songeait pas qu'on puisse utiliser une fête comme un piège. Ses soucis étaient simples et lourds. Que le grenier ne se vide pas, qu'en hiver il n'était pas de faim, que les voisins respectent sa parole. Le bonheur de sa fille, dans sa tête, se tenait quelque part à côté, mais pas devant. Ragnveig passait entre les gens comme une ombre silencieuse. Elle remplissait les coupes, remettait un pli de tissu sur les épaules de sa fille. Et parfois, elle arrêtait son regard sur Valtire de telle façon que c'était lui qui détournait les yeux le premier. Elle voyait au travers des gens comme on voit l'eau d'un ruisseau clair. Et elle savait, ce qui sonne aujourd'hui comme une plaisanterie deviendra demain un bruit qui court. Et un bruit qui court peut mordre plus fort qu'un chien. Valtire le conteur, comme il se doit, était au cœur même de la liesse. Il parlait fort, riait un peu plus fort que les autres, tapait les hommes sur l'épaule, comme s'il achetait leur faveur d'un seul geste. Son manteau était beau, ses anneaux étincelèrent, et son sourire se promenait librement sur son visage, comme s'il n'y avait vraiment rien d'autre que la fête. Mais dès que Sigrid levait les yeux, elle le remarquait. Il ne fait pas que s'amuser. Il surveille, il jauge les gens du regard, comme on mesure une étoffe sur un étal en calculant où l'on peut couper. Les premiers toasts furent ordinaires. Les gens levaient leur coupe pour la mer, pour la chance, pour les mains solides et les filets pleins. Certains évoquaient les anciens dieux et parlaient haut pour que le feu entende.
D'autres traçaient un signe de croix en douce, comme s'ils voulaient plaire et au ciel et à la terre. Par ici, on savait déjà que le dieu étranger venait du sud avec des moines et des marchands. Mais les vieilles paroles tenaient encore à la langue, parce qu'on les avait chuchotées au-dessus d'un berceau et au-dessus d'une tombe. Puis vinrent les jeux. Les hommes mesurèrent leur force à la lutte. Certains sautaient par-dessus les bancs, d'autres lançaient des couteaux sur une cible de bois. Les femmes riaient, encourageaient, se chamaillaient pour savoir à qui irait le meilleur morceau de viande. Un instant, tout devint vraiment plus léger. Sigrid se surprit à regarder Hjalti non seulement avec prudence, mais aussi avec curiosité. Il riait rarement. Mais quand il riait, il y avait dans ce rire quelque chose de chaud, de domestique. Il ne jouait pas au mari. Il était simplement là. Et pourtant, Valtýr attendait son heure. Il ne se jetait pas au combat tout de suite. Il le savait, la meilleure saleté est celle qui ressemble à une plaisanterie. Il attendit que la bière et l'hydromel chauffent les gens, que la langue devienne plus légère, que la salle soit prête à prendre n'importe quelle blague pour une vérité. Alors il se leva et tapota du doigt sa coupe, comme s'il allait dire quelque chose de bon. « À la jeune épouse », prononça-t-il, et sa voix avait tant de douceur qu'on aurait voulu vérifier si elle ne colle pas aux dents. Côte 58. Quelqu'un approuva en grondant. Valtýr marqua une pause, comme un marchand qui connaît le prix du silence, puis continua en inclinant un peu la tête, comme s'il confiait un secret. Côte 59. Le rire roula dans la maison. Pas un rire unanime, pas un rire d'amis, mais assez fort pour frapper. Certaines fois, une femme souriait, tendue, d'autres détournaient le regard. Les hommes, eux, riaient plus volontiers, parce qu'il leur était plus simple de rire que de penser où mène une telle plaisanterie. Sigrid sentit en elle monter un froid connu, déplaisant. Non parce que ces mots étaient nouveaux, mais parce qu'on essayait encore de faire d'elle un objet de discussion. Elle ne se leva pas d'un bond, elle ne jeta pas sa coupe. Elle se redressa seulement un peu plus, et son visage devint si calme que même le rire diminua. Ses doigts reposaient immobiles sur son genou, mais, à la blancheur de ses jointures, Randveig comprit, à l'intérieur de sa fille, tout bouillonne. Hjalti entendit cela comme un coup. Sa gorge se dessécha. Il voyait comment les gens regardaient en Sigrid, et il sentait que s'il se taisait maintenant, il ne pourrait plus jamais croiser ses yeux sans honte. Il se leva lentement. Il ne poussa pas le banc, ne fit pas claquer sa coupe. Il se leva simplement, comme on se lève avant de dire quelque chose d'important. Sa voix ne sortit pas forte, mais elle sortit ferme, et cette fermeté fit taire même ceux qui étaient ivres. « Oncle Valtár », dit-il, et dans ces mots, il n'y avait ni tendresse, ni colère. T63. Valtýr sourit, comme s'il jouait encore, il écartant les mains. « Mais qui marchande? Je ne fais que souhaiter du bonheur et taquiner l'ordinaire. Prenez cela plus simplement, mes petits, prononça-t-il. Dans la maison, ce fut de nouveau le silence. Ce silence était plus dangereux que le vacarme, parce qu'en lui, chacun s'entendait soi-même. Styrbjörn fronça les sourcils, comme si cela ne lui plaisait pas que les jeunes brisquaient la fête. Mais Randveig regarda son mari de telle façon qu'il ne trouva pas de mots tout de suite. Elle ne protégeait pas par une dispute. Elle protégeait par un regard qui disait « Parfois le bonheur d'une fille vaut plus que des boucs ». Valtýr comprit qu'il avait perdu le premier coup et décida de reculer d'une façon qui ferait croire à de la grandeur d'âme. Il leva sa coupe. « Coton seitia », dit-il. Conoscette. Il lança cela comme un os à un chien. Et les gens rirent de nouveau, parce qu'ils voulaient revenir à la chaleur, à la simplicité, à la joie habituelle. Mais cela ne revint plus comme avant. Le rire devint plus prudent. Les conversations se morcelèrent, comme de la glace sur l'eau quand le gel commence tout juste à prendre. Sigrid regardait Hjalti, et dans ses yeux il n'y avait ni exaltation, ni attendrissement. Il y avait de l'étonnement. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se lève.
Elle avait l'habitude que les hommes sourient et se taisent quand on parle d'elle. Elle avait l'habitude de se défendre seule. Et pourtant, ce qu'il venait de faire la frappa, non comme un cadeau, mais comme une justice. Elle vit soudain, il n'est pas faible. Il a simplement longtemps vécu sous la voix lourde de sa parenté. Et maintenant, pour elle, il avait trouvé la sienne. Après cela, le festin continua. Mais Sigrid se sentit autrement. Pas libre. Non. Plutôt, pas seule. Elle ne se permit pas de sourire trop doucement, pour ne pas donner au monde le droit de croire qu'elle avait fondu. Mais quand Gyalti se rassit près d'elle, elle ne se recula pas. Leurs épaules ne se touchèrent pas, mais la distance diminua, et cela comptait plus qu'un contact. Plus tard dans la nuit, quand le feu de l'âtre fut plus bas, et que les chants devinrent plus lents, plus tristes, les gens commencèrent à se disperser. Certains dormaient un prême sur les bancs, roulés dans des fourrures. D'autres sortirent prendre l'air pour se rafraîchir la tête. Par moments, le froid de mer s'engouffrait par la porte, et ils sentaient la liberté, comme si la mer rappelait. Toutes ces querelles et ces toasts ne sont rien à côté d'une vague. Les paroles du mariage avaient été dites. Les coupes levées, le rituel achevé comme on savait le faire par ici, sans trop de tendresse au grand jour, mais avec un respect lourd pour l'usage. Et pourtant, Sigrid ne ressentait pas de soulagement. Elle ressentait qu'on l'avait attachée à la maison de Gyalti non seulement par la coutume, mais aussi par des langues étrangères qui, désormais, ne la lâcheraient pas si facilement. Quand le bruit retomba complètement, Gyalti sortit sur le perron. La nuit était humide, la brume pendait bas, au loin, on entendait la mer. Il resta là, respirant le froid, et il comprit que la conversation dans la maison n'était qu'un début. Valtýr n'oubliera pas. Valtýr sait revenir comme la marée. Et si l'on laisse tout comme c'est, demain un murmure rampera dans le village. Un murmure qui fera de Sigrid une coupable simplement parce qu'elle s'est pensée. Derrière lui, la porte s'ouvrit doucement. Sigrid sortit, enveloppée dans son manteau. Elle se plaça à côté de lui, pas trop près, mais pas loin non plus. Elle ne regardait pas Gyalti, mais l'obscurité au-dessus du fjord, là où la brume cachait la rive. « Kotosinos » dit-elle à voix basse, sans menace, sans plainte, comme si elle appelait une chose par son nom. « Kotosandus » Gyalti se tut quelques instants. Il sentit combien il serait facile de donner une belle réponse, et combien il serait difficile de dire vrai. Il choisit le vrai. « Cote 73, prononça-t-il. « Cote 65. » Sigrid tourna la tête. Dans son regard, il y avait de nouveau de la prudence, mais, dessous, une fissure apparut, par laquelle filtrait quelque chose de vivant. Elle ne sourit pas, ne dit pas de mots chauds. Elle acquiesça seulement, comme si elle acceptait cela comme un accord. Dans la maison, quelqu'un se retourna sur un banc et se mit à ronfler. Une petite flamme à l'âtre souffla puis se calma de nouveau. Dehors, la mer frappa les pierres. Et ce bruit était comme un rappel. Tout ce qui compte se décide non au festin, mais après, quand il ne reste plus que deux personnes et la vérité entre elles. Gyalti resta seul sur le perron. La brume rampait sur l'eau, les dracars au bord tenaient comme des ombres noires. Et, soudain, il eut envie qu'ils aient leur voile tout de suite, pour qu'on puisse fuir loin de tous les maux. Le matin après le festin n'avait rien de festif. Il était honnête, comme l'eau froide dont on se lave pour chasser le sommeil et les pensées en trop. Au-dessus du fjord s'étendait une lumière grise, basse. La mer tirait le sel. Le vent venait de l'eau, s'accrochait au toit et frappait les planches, comme s'il vérifiait si la nouvelle maison de la nouvelle épouse tenait bien. Les dracars au rivage restaient immobiles, mais leurs têtes sculptées semblaient aux aguets, comme si elles aussi savaient. Le plus difficile ne commence pas au mariage, mais après. La maison de Gyalti était plus petite que celle de Styrbjörn, et tout y sentait autrement. Ici, il y avait plus de résine et de fer, moins d'herbes séchées,
Et l'âtre se tenait comme si celui qui l'avait posé pensait d'abord à la chaleur, et non à la beauté. Sur le banc près du mur gisait une chemise, jetée n'importe comment. À côté, il y avait des écuelles, posées du côté qui ne semblait pas juste à Sigrid. Dans un coin pendaient des sangles, des pelotes de cordes, des hameçons, et, sur un clou près de la porte, les fourreaux sombres rappelaient: l'homme de cette maison vit dans un monde où chaque jour peut réclamer une arme. Sigrid se réveilla plus tôt que la respiration de la nuit ne s'éteigne tout à fait dans la maison. Elle resta étendue, écoutant le vent caresser le toit. Un oiseau criait quelque part derrière le mur, et elle sentit dans sa poitrine une tension étrange. Les paroles du mariage avaient été prononcées, mais son cœur ne croyait pas à leur force. Elle savait qu'on peut lier des mains par un accord, sceller un mariage par une coupe et par un chant, mais qu'on ne peut pas obliger une âme à devenir chaude sur ordre. Et pourtant, elle se leva, parce que l'ordre était la seule chose à laquelle elle pouvait s'accrocher, quand trop de choses changeaient autour d'elle. Elle déplaça les écuelles en silence. Pas avec ostentation, pas avec colère, mais comme quelqu'un qui aligne des pierres près du seuil pour ne pas trébucher. La chemise, elle la prit du bout de 2 doigts, la repoussa au bord du banc et la posa pour qu'elle ne dépasse pas, pour qu'elle ne rappelle pas une présence étrangère à chaque regard. Ensuite, elle rajusta le bouquet d'herbes au-dessus de l'âtre et appuya la paume sur le couvercle d'un coffret en bois, où se trouvaient les couteaux, les aiguilles, les fils. Et dans chacun de ces gestes, il n'y avait qu'une chose: elle ne laisserait pas cette maison faire d'elle un objet qu'on pose dans un coin. Jalti se réveilla quand elle avait déjà réussi à ranimer le feu. Il se leva sans bruit pour un homme si grand, enfila son pantalon, boucla sa ceinture, et resta là à la regarder comme on regarde une lumière à la fenêtre quand on rentre chez soi dans le noir. Il ne dit rien tout de suite, ne demanda pas pourquoi les écuelles étaient un tailleur. Il sourit simplement, et ce sourire était trop chaud, trop sûr, comme s'il l'avait depuis longtemps tenu pour son épouse, non par accord, ni par bouc, mais par quelque droit intérieur, inexplicable, du cœur. Ce sourire irritait Sigrid plus que la rudesse. La rudesse est compréhensible. Elle repousse. La chaleur est dangereuse. Elle attire et exige une réponse. Il lui semblait que, si elle prononçait un seul mot doux, elle reconnaîtrait sa défaite devant les toasts d'hier, devant les langues étrangères, devant l'humiliation qu'on avait voulu fondre dans son destin. Elle posa devant lui une écuelle sans le regarder et dit d'une voix égale, sans caresse: « Mangez, tant que c'est chaud. » Jalti acquiesça avec une docilité telle qu'elle eut envie de le lui reprocher. Mais elle ne le fit pas. Elle ne voulait pas s'habituer à l'idée que cet homme puisse être bon sans exiger un prix. La journée se prit dans les tâches de la maison. Il fallait vider les cendres, vérifier le loquet, rapiécer l'angle du toit où le vent parvenait à regarder à l'intérieur. Jalti faisait tout sans parler, vite, comme un guerrier fait le travail du camp quand il ne veut pas parler de l'essentiel. Il apporta de l'huilleau avant même que Sigrid pense à le demander. Il resserra une planche au seuil pour qu'elle ne grince plus. Il retendit les cordes du portail de l'enclos pour qu'il se ferme d'un seul geste, sans effort inutile. Il ne disait pas « Cottonneau ». Il faisait comme si cela avait toujours dû être fait. Simplement, avant, personne n'y avait pensé. Sigrid remarquait tout. Ses yeux accrochaient les détails comme des fils de tissu. Et chaque détail était pour elle un hameçon. Si cela lui fait plaisir, alors elle commence à dépendre. Si elle dépend, alors quelqu'un pourra de nouveau lui fixer un prix. Elle gardait le visage sévère, répondait brièvement, utilement, et seulement parfois, quand il se détournait, son regard s'arrêtait sur ses mains. Ses mains pouvaient tenir une épée, mais là elle tenait une planche et un marteau. Et il y avait dans cela quelque chose d'étrangement touchant, presque impossible. Une force qui choisit non le coup, mais le soin. Quelques jours plus tard, Jalti essaya de faire un pas autrement. Ils allèrent au marché, dans le comptoir de négoce au bord de l'Eyo, là où cela sentait le poisson, la résine
et les épices venues d'ailleurs. Il y avait toujours du vacarme. Des hommes libres discutamentaient le prix. Des esclaves portaient d'orté des ballots. Le forgeron faisait tonner son marteau, et ce fracas semblait tenir le monde entier en place. Sigrid marchait près de Hjalti, la capuche relevée, et elle s'efforçait d'avoir l'air indifférente, même si en elle tout était tendu. Le marché aime les rumeurs, et les rumeurs aiment son nom. Hjalti acheta un ruban, simple mais beau, et le lui tendit comme si ce n'était qu'une chose quelconque. « C'est pour une chèvre, » dit-il sérieusement. « Pour la distinguer des autres, une chèvre entêtée doit avoir un signe. » Sigrid regarda le ruban et sentit monter dans sa poitrine un rire, presque tendre. Elle le retint, plissa les yeux et répondit avec l'aigreur qu'elle savait manier. « Ta chèvre, à ce qu'on voit, est trop belle. Garde-la bien, sinon on te la volera. » Elle prit le ruban et le glissa dans sa manche si vite qu'on aurait dit à qu'elle craignait que quelqu'un le voie, et appelle cela un cadeau. Hjalti ne dit rien. Seules ses lèvres tremblèrent en entendant un sourire. Il n'avait pas gagné, mais la glace en elle se fendit d'une minuscule fissure. Le soir, à la maison, une broutille arriva, et parfois ce sont de telles broutilles qui font pousser de vrais sentiments. Sigrid sala trop la soupe. Elle sait saler, mais ses pensées n'éteignent pas dans le chaudron. Hjalti s'assit et se mit à manger avec un calme parfait, comme s'il ne sentait pas le goût. Il faisait semblant que tout allait bien. Sigrid goûta, et aussitôt elle fronça les sourcils, comme quelqu'un qui vient de repérer une erreur dans sa propre note. Elle posa la cuillère et le regarda comme s'il lui avait commis un crime. « Cototin » demanda-t-elle d'une voix égale, mais sa voix trembla. « On peut dire la vérité. C'est trop salé, j'aurais compris, je ne suis pas une enfant. » Hjalti avala et répondit avec une docilité excessive. « J'ai compris. Je ne le ferai plus. » Et il ajouta en la regardant d'un air presque joyeux. « Cote 92. » Un rire bref échappa à Sigrid, si inattendu qu'elle en eut peur elle-même. Ce rire ne sonnait pas méchant, mais vivant. Elle fronça aussitôt les sourcils de nouveau, comme si elle voulait retrouver sa sévérité d'avant. Mais elle n'y parvint plus tout à fait. Hjalti la regardait en silence, comme s'il mémorisait ce son, comme un chant rare. Le lendemain, Valtýr vint dans leur cour. Il arriva comme s'il avait le droit d'entrer sans être invité. Son manteau était propre, ses cheveux lissés, son regard sûr. Il se tint sur le seuil et inspecta la maison comme un homme qui vérifie si son achat a rapporté. Il loua le loquet, mais comme si le mérite lui revenait. Il regarda l'enclos et dit que les chèvres sont un peu petites. Il demanda combien de lait elles donnent, et il souriait, comme s'il posait une question sur le prix d'une femme, une fois comptée en tonneaux. Sigrid resta près de lui et se tut, parce qu'elle savait, si elle entre en dispute, il en fera un spectacle. Elle y écoutait et sentait le froid se rassembler de nouveau en elle. Valtýr parlait doucement, mais ses mots étaient comme des aiguilles fines. Il les jetait avec légèreté, puis regardait où elle se planterait. « Quatamancano » dit-il enfin. « Quatamancinos d'aquat, sas. » Hjalti se tenait dehors, devant l'enclos, et son visage était calme. Il ne souriait pas. Il ne cherchait pas à plaire. Il répondit tranquillement, si tranquillement que même le vent sembla se taire. « Elle n'est pas une partie du marché, » dit-il. « Le marché, c'était entre toi et Styrbjörn, et elle, c'est ma femme. Si tu recommences à parler ainsi, tu ne remettras plus les pieds dans ma cour. » Les mots partirent sans cri, mais ils donnèrent froid, comme de l'eau de fjord. Valtýr se figea une seconde. Dans ses yeux passa quelque chose de sombre. Puis il sourit, comme s'il plaisantait encore, et recula d'un pas, faisant semblant que ce n'est rien. Sigrid se tenait derrière la porte avec un seau, et elle entendait chaque mot. Elle ne sortit pas. Elle ne voulait pas que Hjalti voie ses doigts se trembler. Pas de peur, d'autre chose. De ce qu'il y a en elle, qui venait de bouger et de devenir dangereusement vivant. Elle posa le seau doucement, presque sans bruit, et rentra dans la maison.
faisant comme si elle n'avait rien entendu. C'était sa façon de ne pas pleurer et de ne pas trahir que cela compte. Jalti entra juste après. Il vit son dos, vit comme elle tenait ses épaules bien droites. Et il comprit. Elle avait entendu. Lui non plus ne le dit pas. Il ôta son manteau, le suspendit plus soigneusement que d'habitude, comme s'il voulait montrer qu'il respecte son ordre. Puis il s'approcha de l'âtre et se mit à réparer une lanière sur sa besace, comme si c'était l'affaire la plus importante du monde. Entre eux tomba un silence où il y avait plus de confiance que dans n'importe quel serment. Pour la première fois, ils s'accordèrent sans mots. On ne montrera pas les sentiments, mais on les gardera. Ensuite, les jours se resserrèrent. Sigrid se jeta dans la maison comme si elle voulait prouver au toit et aux murs qu'elle n'est pas étrangère. Elle notait les réserves, déplaçait les sacs de grains, faisait sécher le poisson, vérifiait les cordes des filets. Par moments, il lui semblait qu'elle ne vit pas, mais qu'elle repousse un tribunal invisible qui regarde sans cesse et qui évalue. Mais Gyalti ne l'entravait pas. Il demandait où poser, comment c'est mieux, et il déplaçait patiemment les sacs là où elle le disait, même si cela lui paraissait étrange. Un jour, il apporta une tablette de bois et un morceau de charbon. « Kotorsayen », dit-il, essayant de parler avec légèreté. « Kot ossos de ». Sigrid le regarda sévèrement, comme si elle allait le gronder pour sa sottise. Puis elle prit la tablette et commença à écrire, parce que ses mains, toutes seules, allaient quinter vers l'ordre. Elle se prit au jeu, traça des noms, des marques, et ce n'est qu'ensuite qu'elle leva les yeux et comprit qu'il souriait. Elle sentit une irritation légère, mais plus méchante. Plutôt celle qui vient quand on se surprend à trouver cela agréable. « Tu te moques de moi, dit-elle. »« Non, répondit Jalti, je ris près de toi, c'est autre chose. » Ces mots étaient en simple, mais ils rendirent l'air difficile à respirer pour Sigrid. Elle se détourna comme pour vérifier le chaudron et se tut. Elle ne savait pas comment répondre à une vérité aussi nue. Vers le soir, le vent se leva plus fort sur le fjord. Il chassait les nuages, arrachait à l'eau de l'écume blanche. Dans la maison, il fit plus sombre et le feu de l'âtre semblait le seul endroit chaud au monde. Sigrid était assise près du feu à trier des fils. Jalti aiguisait un couteau et le frottement de la pierre sonnait régulier, apaisant. Dehors, on entendait les chèvres bêler dans l'enclos, une planche gémir sous une rafale. Et Sigrid pensa soudain que ces chèvres, avec lesquelles la honte avait commencé, sont maintenant une part de sa maison. Elles n'étaient pas le symbole d'un marché, mais des bêtes vivantes dont il faut répondre. Cette pensée avait une tranquillité étrange, comme si la vie elle-même réécrivait l'histoire sans demander la permission à Valtýr. Jalti leva les yeux et dit à voix basse, comme en passant, « Demain, les rumeurs reviendront. Mon oncle ne se fatiguera pas. » Sigrid acquiesça. « Je sais, dit-elle. Il ne pardonne pas quand on ne le laisse pas compter. » Puis elle ajouta, et sa voix était presque neutre, mais on y entendait de la fatigue. « Je ne veux pas qu'on me mesure toute ma vie en bouc. » Jalti posa le couteau et la regarda sérieusement. « Alors, on ne le fera pas, dit-il. Qu'ils essayent. » Sigrid voulut répondre avec acidité, pour cacher ce qui montait en elle. Mais les mots ne vinrent pas. Elle baissa seulement les yeux vers le feu. La flamme remuait, et dans ce remuement, il y avait quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Pas bruyant, pas de fête. Silencieux, comme la chaleur sous la fourrure. Le vent frappa le mur si fort que la maison trembla. Dehors, les chèvres s'agitèrent et bêlèrent d'un plus fort. Sigrid se tendit, comme si elle sentait déjà le malheur venir avec l'hiver. Jalti se leva et alla à la porte, vérifiant le loquet. Il le fit avec assurance, mais dans ses gestes, il y avait la vigilance d'un homme qui comprend. La vraie épreuve de leur union est encore devant. Et quelque part, dans la bande sombre entre le fjord et le ciel, l'hiver s'amassait déjà, prêt à arracher non seulement des planches, mais aussi les derniers doutes. La nuit arriva sans façon.
comme le malheur arrive à ceux qui ont trop longtemps espéré un temps calme. Au-dessus du fjord soufflait un vent noir, et l'eau en bas ne brillait pas. Elle remuait lourdement, comme si quelqu'un brassait la mer avec une grande cuillère. De la rive montaient l'humidité et le sel, et même les dracars, attachés aux pieux, grinçaient, comme si cela leur faisait mal de rester en place. Par moments, une rafale frappait les bordages, et les têtes de bêtes sculptées au proue semblaient tocher dans les ténèbres. D'accord avec quelque chose que les hommes n'aiment pas entendre. La maison de Jalti tenait bon, mais elle gémissait elle aussi. Le toit respirait difficilement. Les poutres répondaient par un grincement sourd, et la fumée du conduit tantôt disparaissait, tantôt revenait à l'intérieur, forçant le feu de l'âtre à danser et à s'éteindre sur les bords. Sigrid dormait mal, comme dorment ceux qui ont trop de pensées et trop peu de confiance dans le silence. Tantôt elle tirait la fourrure sur ses épaules, tantôt elle la rejetait, et chacun de ses mouvements était sec, comme si son corps voulait se réveiller avant que le malheur n'entre par la porte. Jalti se réveilla le premier, pas à cause d'un cri, ni à cause du froid. Il fut réveillé par un bruit qui n'a pas le droit d'exister la nuit, un craquement sec de bois, comme si quelque part on brisait une perche, puis un bêlement sourd qui monta d'un seul coup du côté de l'enclos. Il se redressa, écouta, et dans le noir, ses yeux trouvèrent vite les choses aux familières. Le manteau, la ceinture, le couteau. Il ne réveilla pas Sigrid avec des mots. Il se leva simplement, et ce mouvement, bref et sûr, la réveilla à son tour, comme réveille un pas sur les planches quand la maison est vivante. Sigrid ouvrit les yeux, et le sommeil la quitta d'un coup. Elle entendit le tumulte si clairement qu'il lui sembla la voir sous la peau. Les chèvres bêlaient autrement que d'habitude, pas paresseusement, pas par habitude, mais avec peur, par saccades, comme si on les poussait. Et il y avait aussi le vent, qui sonnait maintenant autrement. Il ne frappait pas seulement le toit, il frappait la cour, et, dans chaque coup, on sentait qu'il se moque du nombre d'heures passées sur des planches et des cordes. Jalti enfilait déjà ses bottes. Sigrid s'assit, rabattit son manteau sur elle et dit à voix basse, non pour demander, mais pour confirmer ce qui était déjà clair. Jalti acquiesça. Que tes 119 tia, répondit-il. Et son regard s'attarda une seconde sur elle, comme s'il voulait ajouter, reste dans la maison. Mais il ne le dit pas. Il comprit que, avec elle, cela ne marcherait pas. Et pas parce qu'elle s'entête par défi, parce que pour elle, la maison n'est pas une tâche, c'est un appui. L'écarter de la décision, ce serait de nouveau la mettre à la place d'un objet qu'on éloigne, avec précaution, des choses importantes. Et ils sortirent ensemble. La porte s'ouvrit à la volée, et le vent entra aussitôt dans la maison, comme un étranger sans invitation. Dans la cour, il faisait noir. Seule une bande étroite de lumière venant de l'embrasure tomba sur la neige sale et sur la terre piétinée par les sabots. Jalti leva une lanterne. La flamme y tremblait. Et les ombres sautaient sur les murs du hangar, sur le portail, sur les dos des bêtes qui se bousculaient près de l'angle brisé de l'enclos. Les planches avaient été arrachées, la corde rompue, une perche gisait au sol comme un os cassé. Plusieurs chèvres s'étaient déjà échappées et, grisées par la liberté, ne comprenaient pas que cette liberté est dangereuse. Elles tiraient vers les clôtures voisines, vers le chemin, vers la bande sombre où commence la pente glacée vers l'Osio. Le vent passait dans la cour comme sur un champ vide, et dans son sifflement, il y avait quelque chose de moqueur. Allez, tenez votre ordre, si vous le pouvez. Sigrid se figea une seconde. Dans sa poitrine monta une vieille douleur brûlante, celle du jour de la compensation. Si les chèvres partent, on dira qu'elle a apporté le chaos. Si elle passe chez les voisins, les querelles commenceront. Et si les querelles commencent, quelqu'un se souviendra forcément de Valtyr et de ses paroles. Alors, de nouveau, tout sera ramené au prix. De nouveau, on ne parlera pas du vent ni de la planche pourrie, mais d'une femme qui, soi-disant, ne sait pas tenir sa maison. Elle fit un pas en avant sans réfléchir, et Jalti eut juste le temps de dire une seule chose, calme
et précise, comme un ordre, avant le combat. Côte 22 aus côte 23. Ces mots stoppèrent le tourbillon en elle, pas parce qu'il lui prit le commandement, mais parce qu'il reconnut sa force. Il ne l'écarta pas. Il la mit là où elle est utile. C'était si juste que, pendant un instant, son souffle se coupa. Sigrid balaya vite l'enclos du regard, lisant les bêtes comme on lit des lignes sur une tablette. Elle ne prononça pas les nombres à haute voix. Elle repéra simplement celles qui manquaient, à la toison, aux cornes, à l'habitude de rester près de la mangeoire. Sa mémoire était tenace. Côte 124, dit-elle enfin, et sa voix ne tremblait pas. Côte 125. Jalti acquiesça et s'enfonça dans la nuit, vers l'endroit où les bêlements étaient plus forts. Il allait vite, mais sans bruit. Il avait une corde à la main et sur l'épaule une planche qu'il avait saisie au passage, comme s'il savait « il faudra boucher la brèche tout de suite. Sinon cela recommencera ». Sigrid resta près de la cassure, retenant les autres, frappant la perche de sa paume et repoussant sèchement celle qui tentait de s'échapper. Elle parlait aux chèvres presque comme à des gens, mais sans caresse. Ses mots étaient hontes et courts, sévères, et pourtant, il y avait en eux un soin qu'elle ne montrait à personne. Le vent redoubla. La lanterne dans la main de Hjalti oscilla, et la lumière disparut un instant derrière le hangar. Sigrid resta presque dans le noir, n'entendant plus que sa respiration et le bruit des sabots. Une chèvre fonça près d'elle, et elle se jeta en travers, glissa sur le sol durci par le gel, se rattrapa, mais sentit la semelle partir, sentit la terre la trahir sous les pieds. À cet instant, il lui sembla qu'elle allait tomber, pas seulement dans la boue, mais dans la honte qu'elle avait tenue si longtemps à distance. Elle fit un pas, puis un deuxième, et la glace sous la neige fine craqua traîtreusement. Elle chancela, et le monde vacilla. Dans le même instant, une main puissante se posa sur elle. Jalti était là, si vite qu'on aurait dit qu'il avait poussé hors de l'ombre. Il la saisit par la taille et la tira contre lui, la tenant fermement, sans tendresse inutile, mais sans rudesse non plus. Sa paume était chaude même à travers l'étoffe, et cette chaleur la frappa plus fort que le froid. Sigrid se figea. Le vent sifflait, les chèvres bêlaient, les planches gémissaient, mais elle n'entendait plus qu'une chose, son souffle tout près, régulier, et ce cœur qui battait vite et honnêtement, comme chez un homme qui ne fait pas semblant. Une seconde, ils devinrent une seule impulsion, une seule force. Ses paumes s'appuyèrent sur sa poitrine, et elle sentit sous ses doigts la ceinture, le tissu et le corps vivant. Elle se dégagea brusquement. « Côte 128, chat », dit-elle trop rudement, comme si elle se protégeait de ce qui pourrait la faire fondre. Jalti ne se vexa pas. Il sourit seulement d'un coin de bouche, et dans ce sourire, il n'y avait pas de supériorité. Il y avait le soulagement qu'elle ne soit pas tombée. « Bien, dit-il à voix basse, mais ne tombe pas. Tu es trop entêtée. » Sigrid voulut répondre par une pique, mais les mots ne vinrent pas. Elle le regarda et, pour la première fois, elle vit dans son visage autre chose qu'un guerrier, autre chose qu'un mari par contrat. Elle vit un homme qui s'était trouvé près d'elle dans le noir, sans demander de paiement. Et cette pensée faisait peur, parce qu'elle donnait envie d'y croire. Ils continuèrent à rattraper les chèvres, comme deux personnes qui n'ont pas le droit de traîner. Jalti en attrapa une près de la clôture, lançant la corde avec adresse, sans agitation. La seconde tentait de filer vers le chemin, mais Sigrid lui barra la route, claqua sa paume sur une perche et siffla si durement que même la chèvre ralentit, comme si elle comprenait, discuter avec cette femme ne sert à rien. Jalti saisit la bête et la remit dans l'enclos. Ils travaillaient sans parler, et ce silence était nouveau. Il n'y avait plus de gêne dedans. Il y avait de la confiance. Quand les chèvres furent enfin en place, Jalti plaqua une planche sur la brèche, l'assujettit avec une lanière, retendit la corde. Ses mains bougeaient avec assurance, mais on voyait qu'il était fatigué.
Sigrid lui tendit un coin sans demander, et il le prit si naturellement, comme s'ils avaient toujours tout fait ensemble. Ils rentrèrent dans la maison à l'approche du matin. Le feu à l'âtre était presque mort, et Hjalti y jeta des éclats de bois, soufflant pour raviver la flamme. Sigrid ôta sa cape. Ses doigts tremblèrent de froid, mais elle ne se permit pas de se réchauffer tout de suite. Elle alla à la table et, machinalement, vérifia où se tient l'écuelle, où repose le couteau, comme si l'ordre des choses qui pouvaient maintenir l'ordre en elle. Hjalti la regarda et parla avec prudence, comme s'il choisissait ses mots, comme on choisit un endroit pour frapper sans blesser de trop. Tu n'es pas obligé de prouver à tout le monde que tu n'es pas un malheur. Sigrid ne répondit pas tout de suite. Elle lui tournait le dos, et ce n'était qu'au léger raidissement de ses épaules qu'on voyait, les mots avaient été portés juste. « Que t'as 135 ex » dit-elle, enfin. « Que t'y en 36 » Hjalti s'approcha, mais ne la toucha pas. « Alors qu'il pensât à moi, dit-il. Qu'il dise que je suis devenu gênant, c'est plus simple. » Sigrid se retourna, son visage était pâle, ses yeux sombres de fatigue. Elle voulait dire qu'il n'y est pas obligé. Elle voulait dire qu'elle n'a pas besoin d'une protection étrangère. Mais cette nuit, sur la glace, il l'avait déjà protégée, pas avec des paroles, avec ses mains, et le nier aurait été mentir. Son orgueil n'aime pas les mensonges. À cet instant, on entendit des pas dans la cour. D'abord un, puis un deuxième. Lourd, assuré, comme si l'homme ne venait pas en hôte, mais en inspection. Puis on frappa à la porte, et le coup était trop fort pour 1 heure sitôt. Hjalti releva la tête, et son visage prit l'expression qu'a un guerrier avant le combat, un calme où il n'y a ni peur, ni plaisir. Il ouvrit. Sur le seuil se tenait Valtýr. Son manteau était tiré sur ses épaules, son visage rouge de vent. Mais ses yeux brillaient d'une sécheresse trop nette. Il sourit, comme s'il savait être venu au bon moment. « J'ai entendu du bruit, dit-il. Je me suis dit que les chèvres avaient peut-être disparu. Tout le village sait comme chez vous, tout se casse facilement. » Il entra sans attendre qu'on l'invite et inspecta la maison, comme s'il comptait les fissures sur des murs. Puis il regarda Sigrid, et dans ce regard, il y avait la même chose qu'avant, l'envie de donner un prix. « Coton sans tout milieu, dit-il. Cote 54 » Sigrid se tut. Elle sentait à la colère habituelle monter. Mais maintenant, Hjalti était là, et la colère cessa d'être son seul bouclier. Elle pouvait s'offrir le droit de ne pas répondre, parce qu'elle savait, lui entend, et lui tirera lui-même la conclusion. Hjalti n'éleva pas la voix. Il ne fit pas un pas brusque. Il se plaça simplement de manière à se trouver entre Valtýr et Sigrid, comme s'il les séparait avec l'air même. « Cote 145, dit-il à voix basse. « Cote 146, oui. » Valtýr eut un petit rire, comme s'il venait d'entendre une insolence amusante. « Cote 147, oui, dit-il. « Cote 140. » Hjalti ne cligna pas des yeux. « Cote 151, dit-il. « Cote 51. » Valtýr plissa les yeux, et il y avait dans ce pli quelque chose de dangereux. Il comprit qu'avec de simples paroles, il ne pousserait plus. « Tu oublies qui dans la famille sait compter, » prononça-t-il. « Tu oublies qui t'a aidé à vivre. » Hjalti répondit avec la même égalité, mais l'acier entra dans sa voix. Cote 334. Le silence dans la maison devint épais, même le feu sembla se calmer. Sigrid regardait Hjalti et sentait dans sa poitrine monter quelque chose de chaud, presque insupportable. Elle s'attendait à ce qu'il parle plus doucement, à ce qu'il recule d'au moins un pas, parce que c'est tout de même son sang, sa parenté, la coutume. Mais il ne recula pas, et ce n'était pas de la folie, c'était un choix. Valtýr resta là, évaluant s'il pouvait encore appuyer. Puis il sourit lentement, trop calme pour un homme qu'on met dehors. « Bien, dit-il, puisqu'il en est ainsi. Mais souviens-toi, neveu, la parole d'un jarl est plus lourde que la parole d'une maison. Si tu as décidé de te battre, il faudra te battre pour de vrai. »
Il se détourna et sortit, laissant derrière lui une traînée froide de vent. La porte claqua, la maison frissonna, et le silence demeura. Sigrid ne dit pas si merci. Ses lèvres semblaient incapables de prononcer ce mot sans se briser. Elle s'approcha de la table, prit ce ruban que Hjalti avait acheté autrefois, quote 5,39, et le posa près de la tablette où se trouvaient en ses notes. Le geste était simple, presque accidentel, mais il y avait dedans un aveu. Elle garde ce qui est lié à lui, non comme une chose, mais comme un signe. Hjalti la regarda et demanda doucement « Cote 1565 ». Elle acquiesça. « Cote 1562 », dit-elle. « Cote 1562 ». Deux Scott. Commença-t-il, et les mots se cassèrent. Sigrid leva les yeux vers lui. Il y avait de la fatigue dedans. Mais dans cette fatigue, une douceur apparut, qu'elle ne savait pas montrer auparavant. « Tu as fait en sorte que je n'aie pas à me défendre seule, » dit-elle. « C'est difficile à accepter, mais encore plus difficile à oublier. » Hjalti resta silencieux, comme s'il avait peur de respirer trop fort. Il ne fit pas un pas de plus. Il laissa simplement ces mots exister, comme on laisse un feu brûler sans y toucher. Dehors, le vent cognait encore au toit. Le fjord grandait encore dans l'obscurité. Mais dans la maison, il fit plus chaud. Pas à cause du feu. À cause de ceci, une nuit, la compensation cessa d'être un prix et devint une destinée. Et désormais, cette destinée devra être défendue non seulement contre le vent, mais contre les gens qui ont l'habitude de compter le bonheur d'autrui comme leur monnaie. Au début du printemps, le fjord changea de voix. L'hiver, il gémissait et frappait les pierres. Maintenant, il bruissait plus doucement, comme si une force patiente s'y réveillait. La neige tenait encore dans les ombres, près des murs, dans les fossés et sous les sapins, mais, sur les pentes, de minces ruisseaux coulaient déjà. Ils tintaient comme de petits anneaux aux broches des femmes, et ce tintement était une promesse. Bientôt la terre se réchaufferait, et tout ce qui était pris par la glace se remettrait en mouvement. Après la nuit où l'enclos avait été arraché, les gens du village se mirent à parler plus volontiers. Là où l'on chuchotait, on s'interpellait à présent à voix haute. Les uns affirmaient que la jeune épouse avait apporté le malheur, parce qu'elle pense trop et sourit trop peu. D'autres disaient, au contraire, que le malheur venait du vent, et que l'ordre dans la maison de Hjalti tient plus ferme que chez ceux qui aiment faire la leçon. Et, au milieu de toutes ces paroles, rampait un fil sombre, tiré par Valtýr. Il voulait que leur maison devienne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Si l'on ne s'incline pas devant les anciens, Valtýr ne revint plus au seuil, mais sa trace était partout. Il apparaissait au marché, où cela sentait le poisson et la résine, et parlait comme s'il partageait une inquiétude. Il entrait chez ceux qui aiment écouter, et demandait s'il n'est pas dangereux qu'un homme chasse sa parenté. Il ne nommait pas Sigrid directement, mais chaque mot était pour elle, comme une flèche pour sa cible. Il laissait entendre que Hjalti a une jeune épouse avec du caractère, que dans une telle maison tout ira de travers, que les chèvres disparaîtront, que l'honneur s'effritera, et qu'un jour le jarl demandera « Qui est fautif ?» Hjalti se tut d'abord. Il comprenait que discuter avec le vent ne sert à rien. Plus on crie, plus il siffle. Mais il vit, un jour, comment Sigrid s'arrêta près du puits, subit un sourire s'étranger, puis rentra chez elle, le dos droit, comme si elle portait sur ses épaules non des sots, mais les paroles des autres. Elle ne dit rien, ne se plaignit pas. Seulement le soir, elle déplaça les coupes sur l'étagère plus vite que d'habitude, plus sèchement qu'il ne faut, et elle frotta trop longtemps un couteau, alors qu'il n'était pas sale. Et Hjalti comprit, si l'on laisse tout ainsi, elle recommencera à se défendre seule, comme elle en a l'habitude. Et lui ne pouvait plus retourner là où il se taisait. Il décida d'aller voir le jarl. Pas pour se venger, pour une limite, pour que la parole devienne lourde et reconnue, pour que Valtýr ne puisse plus marchander leur vie comme une marchandise.
Au matin, il enfila son manteau, prit son ceinturon avec le couteau et appela Sigrid. Elle ne demanda pas où, elle vit son visage et elle comprit. Elle prit seulement sa tablette de notes et rabattit sa capuche pour que le vent ne s'en mêle pas dans ses cheveux. Le chemin vers le lieu du Thing suivait la rive. Le fjord était gris-vert, strié de bandes de glace près du rivage lointain, et des nuages bas glissaient au-dessus. Les pierres au bord de l'eau luisaient, mouillées, comme si la mer venait de les lécher. Là où se rassemblaient les hommes libres, de gros blocs se dressaient, polis par le temps. On les appelait les pierres de parole. On n'y offrait plus de sacrifices au grand jour comme à autrefois. Mais chacun sentait malgré tout qu'ici, ce ne sont pas seulement les hommes qui entendent. Les uns murmuraient les noms des anciens dieux. D'autres se signaient, se souvenant du nouveau. Dans ce mélange, il y avait quelque chose d'inquiétant et de vivant. Le monde changeait, mais l'honneur exigeait encore de la clarté. Raphaël Front de Pierre était assis sur un banc placé de manière à voir tout le monde. Son visage était large et immobile, comme une falaise. Ses yeux regardaient droit, sans sourire et sans malveillance. Il n'aimait pas l'agitation. Il aimait que l'on parle court et qu'on parle utile. Autour de lui se tenaient des hommes venus de différents enclos, et chacun se tenait comme s'il n'était pas venu entendre la querelle d'autrui, mais vérifier qu'elle ne le frapperait pas lui-même. Valtur vint aussi, comme s'il attendait ce jour. Son manteau était beau, ses cheveux arrangés, son regard sûr. Il s'inclina devant le jarl avec un respect qui semblait plus habitude que sentiment. Puis il parla tout de suite, comme s'il avait, entre les mains, une corde à compter, et qu'il sache y nouer n'importe quel nœud. Il raconta que Jalti avait emmené que son en s'entouasse, que c'est contre l'usage que les jeunes étaient trace, que dans leur cours, les règles ne tiennent pas. Il parla des chèvres, de l'enclos, de ce craquement de l'ordre dans la maison. Il dit qu'il ne veut pas de mal, qu'il ne fait que veiller à l'honneur du clan. Et tout sonnait lisse, comme une pierre polie. Sauf qu'à travers cette netteté, on sentait l'avidité. Quand Valtir eut fini, Raphaël ne se hâta pas de répondre. Il regarda Hjalti en silence, puis Sigrid, puis les gens, comme s'il pesait non les mots, mais les visages. Hjalti parla simplement. Il ne savait pas orner ses phrases, et il n'essaya pas. Il dit que Valtir avait humilié sa femme au marché, tenté de tromper sur la compensation, puis répandu des rumeurs, et qu'il était venu dans leur cour sans invitation, comme un maître. Il dit qu'il avait posé une limite, parce que sinon, il n'y aura pas de respect dans une maison. Et il ajouta qu'il ne demande pas une sanction pour le sang. Il demande que la parole sur la compensation et sur l'honneur soit fixée, pour que personne ne puisse ensuite tordre la vérité. Raphaël se tourna vers Sigrid. À cet instant, beaucoup seraient dire une femme au Thing restait pour eux une chose inhabituelle. Mais le jarl ne demanda pas si elle en avait le droit. Il demanda simplement, comme on interroge un témoin, ce qui s'est passé. Sigrid releva la tête. Sa voix sortit calme. Elle ne se plaignit pas. Elle ne supplia pas. Elle énuméra les faits comme si elle lisait une note. Ce qui avait été promis, ce qu'on avait amené, ce qu'on avait remplacé, qui avait parlé devant les gens, quels mots avaient été prononcés au festin, qui était ensuite allé semer des rumeurs. Elle n'embellissait pas. Elle ne pleurait pas. Et c'est tout cela même qui rendait sa parole forte. Dans son calme, il y avait une acier qui n'a pas besoin de cris. Valtir tenta de l'interrompre, de sourire, d'appeler cela une offense de femme. Mais Krafenkel leva la main, et se turent même ceux qui voulaient en rire. Le jarl regarda Valtir et dit d'une voix basse, mais de façon que tous l'entendent, « Tu aimes le prix. » Mais l'honneur n'est pas un prix. Puis il déclara que la compensation est tenue pour accomplir le jour où les conditions ont été annoncées et acceptées, et que les tentatives de substitution et d'humiliation sont une honte pour celui qui les fait, non pour celui sur qui on les jette. Il dit que Valtir n'a pas le droit d'entrer dans la cour de Hjalti sans invitation, et que toute rumeur future, qui attisera des querelles,
le jarl la tiendra pour une tentative de briser la paix de la communauté. Valtýr écouta sans cligner des yeux. Il garda son visage, mais ses yeux s'assombrirent. Quand les gens commencèrent à se disperser, Reinveig s'approcha de Sigrid. Elle était venue d'elle-même, non pour la querelle, pour le dénouement. Elle n'étreignit pas sa fille en public, ne fit pas de scène. Elle lui saisit simplement le poignet, serra fort, et ce mouvement bref disait plus que n'importe quel mot. Sigrid répondit par une pression semblable. Une seconde, elles se ressemblèrent. Deux femmes capables d'être silencieuses et tenaces. Styrbjörn arriva plus tard, quand le jarl avait déjà rendu sa décision. Il entra avec l'air d'un homme venu vérifier un bien, mais au fond de ses yeux, il y avait de l'inquiétude. Il n'aimait pas quand les choses lui échappent. Il vit Sigrid près de Hjalti et remarqua ce qu'il ne voyait pas auparavant. Elle ne s'était pas adoucie, mais elle s'était apaisée. Et cet apaisement n'était pas soumission, c'était de l'assurance. Kotumonsta lança Styrbjörn rudement, pour cacher son malaise. Kotamantwa. Sigrid le regarda et répondit tout aussi simplement, Kotamwankegata. Styrbjörn grogna, comme si cela lui convenait, et il allait déjà parler de poissons salés et de la quantité de foin qu'il faudra pour l'hiver suivant. Mais Reinveig le regarda de telle façon qu'il se tut. Dans ce regard, il y avait, pas maintenant. Maintenant, autre chose et plus important. Le printemps prenait de la force, et ils se mirent vraiment à bâtir un nouvel enclos. Les planches sentaient le bois frais, les mains sentaient la résine. Hjalti coupait, rabotait, enfonçait les pieux plus profonds que les anciens, comme s'il voulait prouver au vent qu'il ne rirait plus d'eux. Sigrid mesurait les distances, vérifiait les fixations, nouait les cordes, avec une précision telle que chaque boucle semblait un nœud sur leur destinée commune. Elle écrivait sur sa tablette, notant quelle planche se trouve tout, quelle corde il faudra remplacer, et Hjalti plaisantait. Bientôt elle dressera une liste du nombre de fois qu'il respire en une journée. Elle lui répondait avec son acidité habituelle, mais une douceur apparaissait déjà dans sa voix. Par moments, elle se surprenait à attendre ses pas dans la cour, et cela lui faisait peur. Par moments, elle le voyait porter une planche lourde, et elle avait envie de dire « Prends garde », mais elle ne le disait pas, de peur de paraître trop attentive. Et pourtant, un jour, quand il s'enfonça une écharde dans la paume, elle s'approcha sans un mot, prit sa main et retira l'écharde avec une aiguille, si sûrement, comme si elle l'avait fait 100 fois. Hjalti la regardait en silence et ne plaisantait pas. Sigrid relâcha sa main un peu trop tôt, comme si elle craignait de s'attarder. Un soir, quand l'enclos était presque achevé, ils étaient assis près du feu. Dans la maison, il faisait chaud. Derrière le mur, la fonte des neiges tintait, et ce son ressemblait au rire discret du printemps. Sigrid relisait ses notes, grognait contre une chèvre qui avait encore réussi à se glisser là où il ne faut pas, et contre une corde qui, on ne sait pourquoi, s'était relâchée. Hjalti écoutait comme si c'était une chanson. Il n'interrompait pas. Il la regardait seulement comme on regarde une maison quand on revient de loin. Puis il dit à voix basse, comme on parle des choses importantes sans hausser le ton, quote 5. Sigrid leva les yeux. En elle remua une peur. Cette peur n'était pas de lui. Elle venait de ceci, si la vérité commence, alors il faudra cesser de se cacher derrière l'ordre. Hjalti continua, sans se presser. Quote 101. Sigrid se tut longtemps. Une bûche craqua dans le feu. Des étincelles montèrent et s'éteignirent. Elle regardait ses mains à lui, la ceinture, le pli du tissu sur son genou. Elle pensait à quel point on apprend facilement aux gens à compter une femme comme une chose, et à quel point il est difficile ensuite de croire qu'on peut être aimé sans raison. Elle pensait à Valtýr et à son sourire. Et soudain elle comprit, si elle a peur toute sa vie, Valtýr gagnera tout de même chassé. Il gagnera en lui, volant la capacité d'accepter le bien. Elle ne dit pas « je t'aime ». Ce mot était encore trop fragile, trop sonore. Elle fit ce qui lui était plus clair que les mots. Elle tendit la main, prit la paume de Hjalti
et la posa sur son genou calmement, sans théâtre, sans tremblement montré. Le geste était simple, mais il disait beaucoup. « Reste, je suis là, je ne fuis pas. » Jalti ferma les yeux une seconde, comme si on lui donnait quelque chose qu'il n'osait pas demander. Puis il ne baisa pas sa main, ne prononça pas de grandes paroles. Il serra seulement ses doigts. Pour qu'elle sente, il a compris, et il protège. Plus tard, un soir tout à fait ordinaire, quand la maison sentait le pain et la fumée, et que dehors le vent bruissait encore, mais n'était plus mauvais, Sigrid dit presque comme si elle parlait du temps. « Si je devais choisir encore, je te choisirais, pas pour des boucs. » Jalti sourit doucement. « Alors tant mieux qu'il y ait eu des boucs, » répondit-il. « Sinon tu ne serais pas venu me mettre de l'ordre dans la vie. » Sigrid renifla et le poussa à l'épaule, pas fort, sans froideur. Et dans cette poussée, il y avait plus d'amour que dans n'importe quel discours orné. Derrière le mur, on entendit un bêlement paisible. Le nouvel enclos tenait bon. Et avec lui se fortifiait ce qu'ils avaient bâti non sur un prix, ni sur des rumeurs, mais sur un choix qu'ils faisaient chaque jour. Parfois, une vie commence par ce qui ressemble à une humiliation, par des mots étrangers, des évaluations étrangères. Une tentative de mesurer un être avec ce qu'on peut compter et enfermé dans un enclos. Mais le cœur a un entêtement plus fort que n'importe quel marché. Il ne demande pas la permission à la foule et ne prend pas les étiquettes qu'on veut lui coller. Il réapprend lentement par des choses simples, par des limites franches, par une chaleur qui ne réclame pas de paiement. Et encore c'est que ceci, l'amour arrive rarement comme une fête. Plus souvent, il arrive comme un travail à deux, sous le vent, dans la fumée, dans une maison simple au bord du fjord. Quand tout près se tient celui qui ne marchande pas ta dignité et ne te demande pas de devenir plus commode pour que lui vive plus facilement. Alors même la blessure la plus froide dégèle et l'on comprend soudain, il n'est pas nécessaire de prouver sa valeur. Il suffit d'être et d'être choisi.